Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. Allez, on passe tout de suite au sommaire de cette édition. Les 6 et 7 décembre prochains, la ville de Viroflay va accueillir une compétition inédite sur le territoire, la première Coupe de France de Quidditch. Inspirée de la saga Harry Potter, la discipline est en pleine effervescence en France. Le prince de la boxe française, Ahmed El Moussaoui, va tenter dans quelques jours de décrocher la ceinture européenne des welter, l'occasion de montrer au monde de la boxe qu'il a franchi un nouveau palier. Avec 1004 licenciés, l'Étoile sportive de Trappes est désormais le premier club des Yvelines en termes d'effectifs. Explication de la réussite d'un club désormais reconnu pour sa formation. Et vous le savez, vous avez l'habitude, en fin d'émission, l'essentiel des résultats du week-end. Mais place tout d'abord au Quidditch. Je le disais dans les titres ce week-end, les 6 et 7 décembre, la ville de Viroflay va accueillir sa première compétition de Quidditch et c'est la première Coupe de France de la discipline inspirée de la saga Harry Potter que vous connaissez certainement. La discipline est en pleine croissance en France, la fédération est toute jeune et pour parler de cet événement et vous faire découvrir cette pratique sportive, le président de la Fédération française de Quidditch est présent sur le plateau du 7-8 Sport, Aurel Cosseron. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes accompagné d'Adrien Di Fabio, l'organisateur de la Coupe de France. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors, première question, parce que évidemment on a envie de savoir, le Quidditch en réel, ça marche comment? Alors le Quidditch en vrai c'est très proche du vrai sport de Harry Potter tel que décrit par J.K. Rowling. Donc ça va se jouer avec différentes balles. La principale c'est le Swaff qui est donc une balle de volley légèrement dégonflée qui va être dans la main, voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, cette balle va servir à marquer des buts en passant à travers les 3 anneaux disposés de chaque côté du terrain. À chaque fois qu'elle traverse les anneaux, elle donne 10 points à l'équipe qui a marqué. L'autre balle importante du jeu, c'est le cognard, c'est cette balle-ci. Elle va être utilisée par 2 joueurs dans chaque équipe, sachant qu'il y a 3 cognards en jeu. Et elle va permettre de mettre hors jeu des joueurs pendant un certain temps. À chaque fois qu'un joueur va être touché par un cognard, il va devoir descendre de son balai, retourner jusqu'à ses anneaux, les toucher, et seulement à ce moment-là, il pourra recommencer à jouer. Et la dernière balle du jeu, la plus importante pour certains, c'est le vif d'or. Voilà, vous l'avez dans la main. Hop, je vais me permettre. Voilà, c'est le fameux vif d'or. C'est ça, donc adapté comme on a pu pour le monde des non-sorciers. Donc cette balle va être accrochée derrière le short d'un joueur neutre. Et il y aura un joueur dans chaque équipe qui devra essayer de récupérer cette balle sans toucher le joueur. Quand il récupère cette balle, il rapporte 30 points à son équipe et en plus, il met fin au match. Vous avez dit pendant votre explication descendre du balai. Ça veut dire que vous avez quand même aussi le balai comme dans le film? Exactement, on joue sur des balais qui ne sont pas des balais volants comme on peut trouver dans Harry Potter, mais qui sont quand même des balais un peu plus courts qu'un balai que vous pourriez utiliser chez vous pour le ménage. Ils font entre 80 cm et 1,20 m. Et donc ça peut être du PVC, du bois, n'importe quoi en fait. Et ça permet donc de créer un malus dans le jeu. Comme on peut le voir sur les images, si on tombe de son balai, on est mis hors jeu pendant un certain temps. Le balai ne doit pas toucher le sol, on doit dans la mesure du possible toujours tenir son balai. Voilà, ça permet de dire qu'un joueur est en jeu en fait. Comment s'est née cette pratique, on va dire, réelle, Adrien, du Quidditch? J'ai cru comprendre que c'était aux États-Unis un petit peu, 2 étudiants un peu fans de la saga qui s'y ont mis un petit peu, c'est ça, non? Exactement. En fait, l'auteur Rowling avait répondu à des interviews en disant que non, ce n'était pas possible et qu'elle ne voyait pas comment ça pouvait être adapté. Et au final, des passionnés ont fini par adapter les règles et à se rendre compte que oui, c'était possible et que oui, ça pouvait finir par devenir compétitif. Et au final, aux États-Unis, il y a des équipes dans toutes les universités et il y a un niveau extrêmement élevé. En France, il y a à peu près 10 clubs recensés, donc la pratique commence à grandir. Le public qui vient justement pratiquer le Quidditch, c'est des fans d'Harry Potter à la base ou maintenant ça commence à s'élargir un petit peu? Pas seulement. Il y a 10 clubs officiels adhérents de la fédération, mais il y a 26 clubs en tout en France, donc près du double. Et on trouve un peu tout. Ça a commencé évidemment par les fans purs et durs de Harry Potter qui voulaient jouer au sport de leur sorcier favori. Maintenant, il y a des équipes dans lesquelles la majorité des joueurs n'ont jamais lu ou vu les Harry Potter. Il y a des gens qui font ça vraiment juste pour la pratique du sport et il y a encore des clubs qui continuent à le faire juste pour le plaisir de Harry Potter. On trouve vraiment de tout parmi les joueurs. Et vous, justement, Aurel, comment vous vous y êtes mis au Quidditch réel, on va dire? Par hasard, en fait. C'est mon frère qui m'en avait parlé en me disant oui, samedi prochain, je vais jouer au Quidditch. Et je pensais que c'était un truc comme ça qu'on faisait une fois en initiation. Puis la semaine d'après, il m'a dit bon, la semaine prochaine, je retourne au Quidditch. Et là, j'ai compris que c'était un vrai club de sport qui fonctionnait vraiment. Donc j'ai fini par l'accompagner.
Et à mon premier entraînement, j'étais tellement essoufflé et tellement fatigué avant même le début du premier match que je me suis dit il faut que je parte maintenant ou alors je vais mourir. Vous êtes en train de dire que c'est difficile physiquement, c'est vraiment un sport à part entière. Très physique, voilà. Donc je suis resté, comme vous avez pu le deviner, et maintenant j'adore. Mais oui, c'est plus qu'une pratique adaptée d'un livre, c'est vraiment la volonté de créer un nouveau sport, et c'est très très physique. Ça peut être aussi physique que peuvent être le rugby ou le handball, ce genre de sport. Sport qu'Alexandre, notre consultant, connaît bien, le handball. Et justement, par rapport à cette pratique, c'est accessible à tous quand même, rassurez-nous, parce que oui, bien sûr. Complètement. Pour l'instant, le Quidditch, on a vraiment tous les types de profils. Ce week-end à la Coupe de France, on va pouvoir voir des joueurs extrêmement bons qui pourtant physiquement sont comme n'importe qui. En fait, pas spécialement affûtés, vous voulez dire pas spécialement musclés ou quoi que ce soit. Il reste bon. Alors comment justement on devient un bon joueur de Quidditch, Adrien? Une fois qu'on a bien compris les mécanismes du jeu, il faut courir de plus en plus vite. Il y a des contacts entre les joueurs parce que sur les images on a pu voir notamment, c'est vrai que parfois il y a des contacts pour attraper ce fameux vif d'or, c'est ça? Oui, c'est extrêmement physique. Donc il y a différents types de contacts autorisés. Il y en a 5 en tout, mais on a le droit au plaquage par exemple, on a le droit à rentrer dans un adversaire. C'est interdit par exemple de saisir un adversaire à deux mains pour le faire tomber au sol. Quand même, il y a des limites. Il faut rappeler, vous parliez de différents types de joueurs tout à l'heure, que c'est un sport mixte. Donc on va forcément avoir des hommes et des femmes dans l'équipe en face de soi. Donc le sport et le règlement ont dû s'adapter à cette condition. On n'envoie pas un mec de 1m90 et 200 kg sur une fille de 1m50 et 70 kg. Donc il y a un juste milieu à trouver. On n'en verra pas. Et vice versa, on n'envoie pas une fille de 1m90 sur un garçon de 1m50. Et pour revenir à la Coupe de France et notre actualité locale, comment ça va se dérouler sur 2 jours? Vous allez justement essayer de profiter de l'événement pour faire des initiations, faire découvrir la discipline? Alors oui, exactement. En fait, on aura des matchs sur les 4 demi-journées du week-end. Et pendant que les équipes seront en pause du midi, on aura des initiations pour les gens qui seront là. Il y aura 2 initiations en même temps. Et cette première manche de Coupe de France, c'est pour derrière faire pérenniser un petit peu la compétition, faire plus de manches, peut-être ailleurs, en région, en province? Il y aura sans doute une Coupe de France l'année prochaine. Oui, sans doute une Coupe de France. Et ensuite... peut-être d'autres compétitions à venir par la suite en fonction du résultat. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau du 7-8 Sport pour parler de Quidditch. Et donc si vous voulez aller voir ces sportifs, rendez-vous ce week-end à Viroflay, tout le week-end de ce samedi et dimanche entre 9h et 18h. Merci beaucoup à tous les deux. On enchaîne avec la boxe et je le disais dans les titres de cette édition, le prince de la boxe française Ahmed El Moussaoui va tenter dans quelques jours de décrocher la ceinture européenne dans la catégorie welter. L'occasion de montrer au monde de la boxe qu'il peut et surtout qu'il a franchi un nouveau palier en termes de progression pour devenir l'un des meilleurs du vieux continent. En tout cas, le Verriérois s'en donne les moyens. Reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude et William L. Ses yeux transpirent l'ambition et la rage de vaincre. Un an après son titre de champion de France, Ahmed El Moussaoui s'attaque à la ceinture de l'Union européenne des welter. En l'espace de 12 mois, le prince de la boxe française a énormément mûri et s'est professionnalisé. Suivi par un ostéopathe et un diététicien, le Verriérois s'est entouré d'un préparateur physique, Jean-Baptiste Congourdeau, pour ne plus penser qu'à la boxe. J'essaie de mettre les chances de mon côté et j'ai un cap encore à franchir. Non, je suis classé 9e européen. Je pense que après ce combat-là, pour moi, actuellement, je fais partie des meilleurs européens. Après, maintenant, voilà, c'est à moi de prouver que je le suis vraiment. Pour le ring, il a également changé d'entraîneur. Le chapitre américain est refermé. C'est désormais Youssef Barid qui s'occupe de lui entre les cordes. Avec lui, Ahmed El Moussaoui travaille plus l'aspect tactique d'un combat. Mon ancien entraîneur des États-Unis, c'était plus du long et c'était plus de la résistance. Par contre, là, c'est plus court, on va dire 1h30, 2 heures d'entraînement, mais c'est super intensif. Et les entraînements sont beaucoup plus variés et je sens la progression tout de suite. Tel un scientifique, Youssef Barid décrypte le moindre des mouvements de son boxeur. L'objectif, exceller dans la simplicité pour s'éviter toute mauvaise surprise le jour du combat. C'est un boxeur longiligne, grand pour sa catégorie, donc avec une grande amplitude de bras. C'est quelqu'un de mobile, de combatif.
rapide, mais qui prend trop de risques. Voilà. Alors c'est bien pour le public, c'est bien pour ses fans, et c'est moins bien pour la suite de sa carrière. Voilà, il faut le préserver. Ses qualités un petit peu de combattant le desservent un petit peu. Ce jour-là, à l'entraînement, son partenaire n'est autre que le challenger pour la ceinture européenne des super welter, Karim Merouj. Et au bout de quelques reprises, Ahmed enlève son casque de protection comme pour ressentir un peu plus l'intensité du combat que pourrait lui réserver son adversaire. Car il lui faudra faire face au champion d'Espagne, Aitor Nieto, un boxeur longiligne de 30 ans au même profil physique que le français. Si avec seulement une défaite en 22 combats, le Verriérois part favori, il devra confirmer les espoirs placés en lui depuis son titre national. Réponse le 6 décembre prochain. Ce soir sur le 7-8 Sport, Alexandre Taillefer, notre consultant handball, fait un petit arrêt sur image, sans langue de bois comme d'habitude sur la saison. Le début de saison de Plaisir, Montigny, le Bretonneux et le Chesnay, des équipes qui enchaînent les victoires depuis quelques semaines. Bonsoir Alexandre, merci d'être là. Une petite question en aparté avant quand même, parce que vous ne deviez pas connaître le Quidditch, j'imagine, avant de venir ce soir. Vous pourriez peut-être vous servir des techniques physiques ou autres pour entraîner vos joueurs, non? Je sais pas, il n'y a pas de ballon, donc à proprement dit qu'on tient vraiment dans la main pour marquer un but, donc je suis pas sûr. Après, en commun, oui, il y a la course, il y a légèrement, ce que j'ai cru comprendre, des autorisations de contact, comme il y a au hand, mais bon, hormis ça, il n'y a pas beaucoup de points communs. On va revenir au handball. Donc je le disais, vous allez nous parler du Chesnay, de Montigny et de Plaisir. On commence avec le Chesnay, équipe de National 3. Ils sont deuxièmes à ce stade de la saison. C'est une bonne surprise pour vous? Oui, parce que si on considère l'année dernière où ils se sont maintenus à la dernière ou avant-dernière journée, les retrouver là, à ce niveau-là, c'est bon pour les Yvelines, c'est bon pour le club parce qu'ils ont évolué jusqu'en D2. Hein. Il y a de cela quelques années, mais ils étaient en N2 il y a encore pas si longtemps, il y a 2 ans. Donc bon, j'espère pour eux qu'ils vont retrouver rapidement la Nationale 2. Pour cela, il faudrait finir premier pour se qualifier automatiquement et deuxième, on est barragiste. Alors pour l'instant, ils sont deuxièmes, mais faut savoir que jusqu'au 7e, ils sont à une victoire. Donc c'est très resserré. C'est très resserré. Donc ils sont égalité deuxième égalité avec le premier, mais après ça se joue. Les 7 premiers sont en une victoire. Donc il leur reste 2 matchs contre ces 7 premiers d'ici la fin des phases allées. Et pour l'instant, ils ont fait 2 victoires et 2 défaites avec les équipes concurrentielles. Donc voilà, s'ils veulent espérer monter, il faut à tout prix qu'ils battent les 3 matchs qui arrivent. Un peu plus facile ce week-end, et puis 2 autres difficiles contre Lagny à domicile et Acéris. Et Acéris, c'est très très dur d'aller gagner. Et ce week-end d'ailleurs, ils se sont imposés face à Beauvais, 33-28. Qu'est-ce qui peut métamorphoser un petit peu un groupe comme ça? Là, vous le disiez, ils ont frôlé la relégation la saison passée, puis là, ils se battent pour la montée. Il y a eu un changement d'entraîneur. Après, je ne sais pas si c'est l'unique raison, mais non, factuellement, il y a eu un changement d'entraîneur. Ensuite, il y avait l'intégration de quelques jeunes l'année dernière. Donc maintenant, c'est leur 2e saison. Certains sont arrivés en plus, de jeunes, je parle. Voilà, après, peut-être pas envie de revivre la même saison. Une prise de conscience du groupe, peut-être ça, pas envie de revivre la même saison galère de l'année dernière, et se concerner tout de suite dès le début de saison. Voilà. Après, les poules ne se ressemblent pas toujours d'une année à l'autre, alors peut-être celle-là leur convient mieux. Effectivement, on va enchaîner avec Plaisir. On reste chez les hommes. Plaisir, club que vous connaissez bien, évidemment. Là, on est en pré-national. C'est une division que connaît bien le club pour l'équipe première, parce que ça fait longtemps que l'équipe première évolue à ce niveau. Comment vous jugez justement ce début de saison, on va dire presque parfait, ils sont invaincus? Oui, pour l'instant, ils sont dans les clous, comme on dit. Ils ont fait une très bonne perf la semaine dernière, il y a 2 semaines, contre Saint-Gratien. À domicile, ils ont battu 31-28, et c'est un bon score parce que c'est une équipe qui vise la montée, Saint-Gratien, avec beaucoup de jeunes, notamment 2 jeunes qui ont été en équipe de France jeunes, qui sont des moins de 18 ans, sont une équipe qui court beaucoup, et Plaisir a réussi à les battre sur ce terrain-là. C'était pas forcément évident. Voilà. Maintenant, ils vont enchaîner les gros matchs. Là, ils vont rencontrer Rema Maison, ils vont rencontrer l'US Métro, Paris Sport Club, toutes les équipes qui sont en haut du classement. Ouais. Voilà. Donc, et notamment, à mon avis, l'US Métro sera l'équipe avec qui ils sont en tête, qui sera la plus dure à battre. C'est d'ailleurs la meilleure attaque depuis le début de saison. Pour l'instant, Plaisir, ça c'est signe aussi d'une puissance et d'une confiance
du groupe sur les phases offensives? C'est signe d'un projet de jeu sur le jeu rapide et qui apporte beaucoup de buts et très rapidement. Donc ils sont en accord avec leur projet de jeu, c'est pour ça qu'ils sont meilleure attaque. Ça veut dire que peut-être cette année, on va peut-être avoir cette fameuse montée du côté de Plaisir. Ça serait quand même une bonne récompense. J'espère bien. Ce serait une bonne récompense pour les joueurs qui sont investis depuis certains quasiment une dizaine d'années. Des jeunes joueurs du championnat de France de l'année dernière ont intégré le groupe. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a le groupe pour pouvoir monter cette année. Maintenant, il faut qu'ils prennent match après match et qu'ils ne perdent pas de points en route, comme ça a pu être le cas l'année dernière. On termine avec les dames et Montigny, donc en National 2 évidemment. Après un début laborieux de première journée difficile avec des défaites, et ben là pour l'instant elles sont sur une superbe série, les joueuses de Philippe Létrange. Cette fois-ci, c'est l'année peut-être de la possible montée ou pas? Alors eux aussi, c'est un souhait qu'ils ont depuis un certain nombre d'années de remonter en N1. Ils y étaient il y a quelques années. Pour les mêmes raisons, c'est assez compliqué. Hein. Premier monte, deuxième barragiste. Enfin, c'est très compliqué. Hein. Donc du coup, pour l'instant, ils se sont bien remontés. Il faut savoir que les deux premières défaites, il y en avait une qui était contre les premières, donc c'était un petit peu compliqué. Oui. Voilà. Je pense que ça va être très très dur d'aller les chercher parce qu'ils me paraissent quand même assez au-dessus de tout le monde. Et puis c'est surtout la réserve d'une équipe professionnelle qui joue dans l'élite. Voilà. Et par contre, aller chercher cette deuxième place et tenter de monter avec le barrage, c'est envisageable. Voilà. Maintenant, ils vont avoir un match difficile contre Villemont bientôt, là, d'ici 2-3 journées. Et puis après, il faut à tout prix qu'ils gagnent ce match-là pour pouvoir conforter leur deuxième place et espérer pouvoir monter au vu des phases retour. Très bien, merci Alexandre de votre analyse toujours aussi pointue. Avant de refermer notre page handball, un dernier résultat, la Team 78 que vous connaissez bien poursuit sa route dans le championnat de France moins de 18 ans. Pour le compte de la 8e journée, vos joueurs, Alexandre Taillefer, se sont imposés 37-30 face à Stella Sport. Il reste co-leader avec Paris Galaxy. On enchaîne avec le football, je vous le disais dans les titres, avec 1004 licenciés. L'Étoile sportive de Trappes est désormais le premier club des Yvelines en termes d'effectifs. Explication de la réussite d'un club désormais reconnu pour sa formation. Montage de Sandrine Fonteil. Avec tous ces licenciés, Trappes pourrait composer 90 équipes. Mais au-delà de l'aspect purement quantitatif, ce chiffre de 1000 licenciés est un symbole de qualité de la formation trappiste. En l'espace de 10 ans, le club a formé de nombreux éducateurs diplômés pour en compter désormais une cinquantaine. Nous, le nombre, ça n'est pas du tout important. Si on a augmenté comme ça, je pense que c'est vraiment le travail qu'il y a eu depuis des années qui a été mis en place. Et surtout la qualité. La qualité qui peut être vraiment de partout. Chez les joueurs, chez les dirigeants, chez les parents. Depuis 2004, l'Étoile sportive de Trappes a gagné 50% d'adhérents. Désormais, la formation du club est reconnue au-delà des frontières de la ville. Que cela soit sur les pelouses de Guimier ou Champsac, ici, le football est réservé à tous, à l'image de la nouvelle équipe féminine qui a pris forme en début de saison. J'ai été joueur et j'estime qu'à l'école de foot, c'est le passage le plus important pour un enfant. C'est là où est-ce qu'on apprend les bases. Donc si dès les bases, on ne les a pas, c'est difficile ensuite de monter sur les catégories différentes. Avec 3 équipes de jeunes évoluant en Ligue régionale, depuis 2006, l'Étoile sportive de Trappes a permis à 8 jeunes footballeurs d'intégrer des centres de formation, à l'image de Nissim Rafaf, parti pour Laval. Quand l'enfant est bon, il est bon. C'est-à-dire que si ce garçon, c'est un Anelka, si ce garçon est un Zidane, si ce garçon est un Messi, alors c'est un joueur d'exception. On fera en sorte qu'il devienne celui qu'il doit être. Pour le coup, si c'est un gamin qui a beaucoup moins de possibilités, et qui a un niveau moindre, on le fera aller au bout de ce qu'il est capable de produire. Sur cette saison 2014-2015, Trappes est désormais le premier club des Yvelines, devant Houille ou encore Versailles en termes de licenciés.
Et on commence ce JT résultat par du tennis de table et de la Pro A féminine pour le compte de la 7e journée. Les joueuses de Franck Saulnier, on parle évidemment d'Elancourt, recevaient Quevilly, lancé parfaitement par Yanan Wang. Eva Odorova s'arrache pour offrir un deuxième point à Elancourt. Et si Audrey Zarif s'incline face à Galia Dvorak, le CTTE s'impose finalement 4 points à 1 et se hisse à la 4e place de Pro A à 6 points du leader messin. Football. 10e journée de division d'honneur et Versailles a cartonné le Blanc-Ménil à domicile. Victoire 5-1. Les Versaillais conservent leur 3e place au classement. En promotion d'honneur, la mauvaise série se poursuit pour l'étoile sportive de Trappes. Les Saint-Quentinois se sont inclinés sur la pelouse de Villemomble ce week-end. 1-0 et avec ce 7e match sans victoire consécutif, les Trappistes continuent leur dégringolade au classement de cette poule D de PH et pointent désormais à l'avant-dernier rang au 11e rang exactement. Foot féminin à présent, division d'honneur, Montigny toujours dans la course pour la montée, recevait la Lanterne Rouge Paris CA ce samedi au stade de la Couldre. Match comptant pour la 7e journée de championnat et c'était un jour sans pour les joueuses de Jean-Dany Grosset. Les Unimontaines se sont faites étrier 5-0. C'est la première fois de la saison que Montigny ne trouve pas le chemin défilé au cours d'une rencontre. Malgré cette défaite, le club saint-quentinois conserve sa 2e place au classement à 4 longueurs du leader Saint-Denis. Je pense que ce championnat est très serré. Je pense qu'on fera le point au mois de janvier. Il reste encore des matchs. C'est vrai qu'on va beaucoup compter sur le Paris CA pour freiner nos concurrents directs. Il faut être réaliste là-dessus. Rien n'est perdu, comme je viens de dire au fil, rien n'est perdu. Il faut y croire jusqu'à la fin. Il faut continuer à travailler. Je pense que c'est une bonne claque aujourd'hui pour la suite du championnat. Et les Unimontaines pourront prendre leur revanche dans quelques jours puisque le 14 décembre prochain, elles affronteront le Paris CA justement pour le compte du premier tour fédéral de la Coupe de France féminine. De son côté, voisin le Bretonneux recevra Bourges. On continue, foot féminin pour le compte de la 5e journée de promotion d'honneur. Elancourt, 9e, recevait le 3e Taverny ce samedi à Guy Boniface. Diminué par les blessures, les Amazones ont encore montré toutefois une belle qualité de jeu, mais trop d'imprécision dans le dernier geste. Menées au score, les Elancourtoises égalisent en seconde période sur coup de pied arrêté, mais elles se font une nouvelle fois surprendre. Score final 2-1 et une 5e défaite en autant de journées de championnat. Les joueuses de Dany Delaigle restent 9e avec 6 points. Le match de voisin bretonneux face à l'Académie 77 a été reporté. C'est la continuité depuis 2 ans, on a un peu de mal psychologiquement, on a perdu des joueuses qui nous ont fait du mal, leur départ. Et puis là c'est la continuité, pourtant on a le football, je pense qu'on est une des équipes dans ce championnat qu'on essaie du moins de pratiquer le meilleur football, sauf que psychologiquement, vu qu'on a un manque de victoires, et les filles elles ont plus de mal, quoi. En rugby, ce week-end, plaisir à louper l'occasion, il faut le dire, de confirmer son renouveau pour le compte de la 9e journée de Fédéral 2. Dernière joute des matchs allés, le PRC 9e recevait le 7e d'Aumont à Robert Barran. Si les joueurs de Frédéric Jardet réalisent une entame de match quasi parfaite en inscrivant 2 essais, grâce notamment aux avants que vous venez de voir, les Plaisirois baisseront la garde en seconde période pour finalement s'incliner 25-15 et sans bonus défensif. Après 2 victoires consécutives, le PRC rechute et reste englué à cette 9e place de Fédéral 2. En promotion d'honneur, le Sky Rugby a décroché de son côté un succès important face au 4e Clermont. Les joueurs de Guillaume Payen s'imposent à domicile 21-12 et dans le même temps, le 2e Montmorency, vous le voyez, s'est également imposé. Du coup, au classement, pas de chamboulement. Le Sky Rugby reste dans le trio de tête de cette poule de PH avec 29 points à 10 longueurs du leader USO Massif Central. Place au basket et les féminines de l'entente Le Chesnay-Versailles se sont enfin réveillées face au dernier Calais. Le LCV s'est largement imposé 82-39 lors de la 10e journée de National 2. Chez les hommes, le chiffre du week-end c'est 0. C'est toujours le nombre de victoires de l'entente Le Chesnay-Versailles lors de la 10e journée de N3. Le LCV recevait le 2e Poissy dans le derby yvelinois malgré un match courageux. Une première période accrochée 40-34 pour Poissy. Les joueurs de Romain Dubos sont logiquement cédés peu à peu du terrain pour finalement s'incliner 87-65. Le LCV reste 11e de sa poule. Poissy caracole de son côté toujours en tête avec Gennevilliers. De ce côté, Trappes a cartonné Boigny, vous allez le voir, 102-77 au gymnase Paul Maillet ce samedi soir et conserve sa 7e place au classement.
On passe au raid de l'Arbre Vert et des nouvelles d'Anne-Sophie Chaste, cette Yvelinoise qui participe à l'édition 2014 de ce raid Amazon au Cambodge qui s'est terminé la semaine passée. Après 6 journées d'épreuves de trek, de VTT ou encore de canoë à travers le Cambodge, son équipe, les Impacteuses, a conclu cette édition 2014 au 24e rang au classement général. L'objectif du top 30 annoncé est donc réalisé. Évidemment, Anne-Sophie nous racontera son expérience dans un prochain 7-8 Sport. Et enfin, une dernière info avant de nous quitter, c'est de la gym et vous le savez peut-être, les 15 et 16 novembre dernier avait lieu le championnat régional Île-de-France Ouest de gymnastique rythmique et avec 18 gymnastes sur 19 présentés, sélectionnés pour la zone, l'étape supplémentaire. Le club d'Elancourt-Morpas a été une fois encore bien représenté. La suite de l'aventure aura lieu les 13 et 14 décembre prochains pour la zone, donc cette dernière étape avant les championnats de France. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, excellente soirée sur TV Fit.